Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons les vêtements éthiques et solidaires. Autrement dit, ces t-shirts, chemises et chemisiers, jupes et pantalons, pulls et chaussures fabriqués dans le respect des femmes et des hommes qui les produisent et de l'environnement. Nous sommes à Nancy, très précisément au numéro 33 de la rue Saint-Michel, devant la boutique Vététique. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Bonjour Pascal Didier. Bonjour. Pascal Didier, vous êtes le gérant du magasin Vététique. Un titre plutôt bien choisi, dites-moi. Un titre bien choisi pour un magasin qui vend des vêtements écologiques et des vêtements issus du commerce équitable, éthique évidemment, ETHIC. V-E-T apostrophe. Voilà, V-E-T, plus loin, E-T-H-I-C, effectivement, Vététique. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on trouve dans votre magasin Vététique, Pascal Didier? Alors, Vététique habille, maintenant, on peut le dire, toute la famille. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des produits pour les petits, de la layette, bio-équitable, évidemment. Vous pouvez trouver des vêtements pour enfants, et puis vêtements mode femme, mode homme et sport. Alors, justement, on s'attendait à ce que ce soit peut-être plutôt féminin, et non, il y a à la fois, on voit des rayons, bien sûr, pour dames, mais aussi des rayons pour hommes, et puis des chaussures. Oui, alors on a élargi beaucoup la gamme depuis 8 ans qu'on existe maintenant, effectivement, on a quand même élargi pas mal la gamme. On a démarré très sport, je disais déjà, et puis on a aujourd'hui maintenant quelque chose d'un peu plus habillé, d'un peu plus mode, effectivement, avec des jeunes créateurs. Alors là, on est déjà en saison hivernale, donc j'imagine comme un magasin traditionnel, collection printemps-été, automne-hiver. Alors on travaille surtout sur deux collections, une collection printemps-été, une collection automne-hiver. Une collection automne-hiver qu'on reçoit en octobre, à peu près, comme en magasin à partir d'octobre. Alors là, évidemment, au magasin aujourd'hui, vous avez un magasin où il y a beaucoup de produits, parce que les produits d'hiver prennent de la place. La laine, c'est épais, ça prend de la place. Donc nous, la boutique, elle est petite, et voilà, mais c'est le principe de ce qu'on fait. Alors, dans les rayonnages, par exemple, moi je me posais la question, est-ce qu'on trouve aujourd'hui, Pascal Didier, des vêtements en chanvre? Je vois là peut-être des pantalons. Oui. Alors, en chanvre, on fait une marque essentiellement qui fait soit du chanvre 100%, par exemple des jeans en chanvre 100%, ou bien qui fait surtout des mélanges chanvre-coton bio. Donc en t-shirt, en sweat, en pull, des mélanges chanvre-coton bio qui sont plus agréables pour la peau. Oui. Qui sont à la fois thermorégulateurs. Ceux qui connaissent les draps de chambre. Oui, voilà, ça gratouille moins. Et alors, également des vestes, avec même des réductions en ce moment, c'est un peu les soldes. Alors non, les soldes, on n'est pas les champions des soldes. Dans le commerce équitable, on ne peut pas dire cela, mais il nous arrive de faire quand même quelques promos quand, justement, un de nos fabricants nous fait une promo. Nous, on la répercute évidemment aux clients. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, sur des manteaux qu'on a et que l'entreprise en question nous a fait avec une petite réduction. On répercute la réduction. Voilà. Alors, je posais la question tout à l'heure, Pascal Didier, de la clientèle, plutôt, alors, à la fois des vêtements, des pieds à la tête, et également des bonnets, des chaussures, je le disais, hommes et femmes. Malgré tout, on peut s'attendre à ce que la clientèle soit peut-être plus féminine de par sa sensibilité à la question du commerce équitable? Alors, pas forcément, pour répondre à votre question, parce qu'au départ, on avait surtout une clientèle fortement masculine. Ah oui. Parce qu'on était centré beaucoup sur le sport, sur les produits sportifs, les maillots de sport, les survêtements, les ballons, etc. Et c'est petit à petit, avec l'expérience, qu'on a fait évoluer notre gamme et qu'on a fait des marques un peu plus habillées et surtout moins ethniques. Voilà. Moins ethnique, ça veut dire quoi? Moins ethnique, c'est avant le commerce équitable, c'était surtout dans des magasins associatifs, on avait du népalais, de l'africain, qui était assez fortement connoté, on va dire. Alors aujourd'hui, il y a toujours ce type de produit-là. Je fais toujours des sarouels, par exemple, qui sont vachement sympas et très colorés, mais si on veut qu'un magasin tourne autour du produit du commerce équitable dans le textile, on ne peut pas se contenter de vendre ça, évidemment. Et la clientèle vient chez vous, Pascal Didier, chez Vététique, ici à Nancy. Pour quelle raison? Est-ce que c'est la qualité des vêtements que vous proposez, aussi bien, je disais tout à l'heure, les chaussures, mais aussi les pulls, les anoraks, les manteaux? Est-ce que c'est
le côté mode, le côté vêtements qualité, ou est-ce que c'est la dimension de la démarche précisément éthique, ou c'est peut-être les deux du reste? Alors, ça serait bien que ce soit les deux. Mais dans un premier temps, c'était la démarche éthique. Quand on a monté la boutique là, j'ai tout de suite eu une clientèle d'altermondialistes, de gauchistes, d'écologistes qui étaient motivés qui attendaient un magasin comme ça sur Nancy. Ça a été ma première clientèle, on va dire. Et puis, petit à petit, la clientèle a évolué, elle s'est élargie, elle s'est rajeunie, elle s'est féminisée. Et là, aujourd'hui, on a des clients qui viennent parce qu'on a des produits de mode aussi, et parce qu'on a des produits de qualité, évidemment. Voilà. Donc il faut les deux, les trois. L'un n'empêche pas l'autre. Non, évidemment. Et puis c'est pas parce que c'est éthique qu'il faut tirer un trait sur l'aspect esthétique. Ça me fait un peu penser à l'alimentation bio. C'est pas parce que c'est bio que ça ne doit pas être bon, quoi. Forcément, oui, c'est la même chose. Il faut que les produits soient beaux, soient dans les normes de consommation d'aujourd'hui, et soient de qualité. Si le produit n'est pas de qualité, qu'au bout de 8 jours votre jean il est foutu, c'est plus écologique. Vous disiez également, Pascal Didier, proposer aujourd'hui des vêtements pour enfants. Est-ce que précisément, j'allais dire, cette entrée commerciale est porteuse dans la mesure où, on le sait bien, les jeunes mamans se posent des questions, d'ailleurs aussi bien, j'évoquais à l'instant la bio sur l'alimentation, mais peut-être aussi sur les vêtements. Alors ça, c'est tout à fait vrai pour, par exemple, ce qu'on appelle la layette et les vêtements pour les moins de 3 ans. Ce sont beaucoup des cadeaux. Et les personnes qui viennent faire des cadeaux ici veulent à tout prix que les produits soient en coton bio. Je ne vendrai plus de layette en coton conventionnel, ça c'est fini. Il faut que ce soit en coton bio, il faut que les teintures soient bonnes, il faut que les encres soient bonnes. Il ne s'agit pas d'avoir des rougeurs et des démangeaisons au bout de 8 jours. Voilà, donc ça, on a une vraie clientèle sur ce type de produit-là, avec un rayon qui a un bon taux de rotation. Mais néanmoins, est-ce que on va imaginer une maman vient chez vous pour acheter des layettes éthiques bio et que c'est la première fois qu'elle vient? Vous avez des clients aujourd'hui qui poussent la porte de votre magasin pour la première fois? Ah oui, alors là, c'est ça qui est encore surprenant au bout de 8 ans, c'est que tous les jours, et je mens pas, même si on n'a pas forcément beaucoup de clients chaque jour, j'ai 1 ou 2 nouveaux clients tous les jours. Et des clients qui viennent de plus en plus loin. J'ai de plus en plus de Vosgiens, de Mosellans, de Suisses, de Belges qui viennent même à la boutique. Oui. Et ça, ce sont des personnes qui viennent au commerce équitable, qui viennent peut-être à la bio, qui commencent à se poser des questions. J'imagine que ce ne sont pas, j'allais dire, des historiques. C'est pas des consommateurs canal historique de la bio et de l'éthique. Alors, on a les deux. On a des consommateurs, comme vous dites, historiques qui cherchent sur Internet, par exemple, où est-ce qu'il y a un magasin de la même nature que nous, le plus près possible de chez eux. Ils tombent sur nous et ils viennent nous voir à l'occasion d'un passage à Nancy. Et puis, on a des promeneurs qui vont en vieille ville et puis qui disent « Oh, tu as une petite boutique, qu'est-ce que c'est que ça on va aller voir. » Est-ce que c'est un peu aussi, précisément, vous le disiez depuis 8 ans, est-ce que vous avez noté, Pascal Didier, une évolution vous le disiez plus ou moins, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en adéquation, peut-être plus qu'il y a 8 ans, avec l'air du temps précisément? Alors, oui, on est en adéquation parce qu'on a beaucoup appris. Moi, je n'étais pas du tout un spécialiste du textile et je n'étais pas du tout un commerçant. D'ailleurs, j'en suis toujours pas un. Et on a beaucoup appris. Et donc, aujourd'hui, on propose des produits qui sont quand même plus en phase avec ce que la clientèle demande. C'est vrai, oui. On se plante moins aujourd'hui. Oui. Remarquez, pour quelqu'un qui commercialise des tissus d'origine végétale, se planter, bien joué, c'est pas très grave, voilà, c'est même assez cohérent. Pascal Didier, au-delà de la boutique, vous êtes également présent sur des foires et salons un peu partout dans la région. Oui, alors ça, c'est un des moyens les plus évidents pour se faire connaître, et qui n'est pas trop cher, c'est d'aller de participer ou d'organiser nous-mêmes des salons, et d'être invité, d'accepter les invitations dans des foires bio, même dans des lieux assez improbables, dans les petites villes, dans des villages où on est d'ailleurs fort bien accueillis, avec des producteurs locaux, avec des producteurs bio, et ça, oui, on va dire que, allez, un week-end sur 2, on est de sortie, quoi. Et puis un site internet également, où on peut vous trouver. On peut commander également sur votre site internet aujourd'hui, Pascal Didier? Non, on ne peut pas commander. On a un site internet qui est un site informatif, qui est un site qui explique pourquoi on s'est lancé dans cette démarche-là, qui fait le lien avec nos partenaires. On peut aller sur le site de chacun des partenaires et voir leur collection complète, et me solliciter après pour me dire est-ce que vous avez bien au magasin tel ou tel produit. Si je ne l'ai pas, je le commande, etc. Mais c'est trop compliqué, la vente par Internet. On avait essayé tout au début, mais c'était très difficile, les retours, etc. C'était difficile à gérer. C'est un métier spécifique et on n'est pas fait pour... Et puis peut-être la dimension humaine qui disparaît dans la relation
du web et d'Internet, non? Oui, sûrement. La dimension humaine, c'est le contact, la confiance qu'ont les gens, le contact qu'on a avec eux. Et ça, c'est le magasin qui produit ça, oui. Bien sûr. À propos de salon, vous avez une actualité. Vous êtes prochainement à Tomblaine, je crois, Pascal Didier, avec votre magasin. Là, pas tout le magasin, bien sûr, mais vous êtes présent à Tomblaine. Oui, alors à Tomblaine, le 9 et le 10 décembre, c'est un... À côté de Nancy. Oui, à côté de Nancy. C'est un salon, on va dire, centré sur le commerce équitable, qu'on organise avec le collectif de promotion du commerce équitable du Grand Est et Artisans du Monde. Artisans du Monde, qui est l'acteur encore majeur aujourd'hui dans le commerce équitable en France. Et précurseur. Et précurseur, bien sûr. 40 ans d'existence et 200 boutiques pratiquement en France. Il faut que toutes les musiques et toutes les opinions puissent se faire entendre, même si l'indice d'écoute est à 0. Il faut que ce soit nous qui puissions faire le choix, sinon nous ne sommes pas libres. Sinon ce que l'on nous impose est un produit quelconque par des industriels qui font du marketing. Ils n'aiment pas la musique, ils n'y comprennent rien. Tout ce qu'ils aiment bien, c'est ce qu'ils reconnaissent. Alors ils se partagent les poires et les fromages. Et ça fait bien 20 ans que c'est eux qu'on entend. Où va Répécuchet? Tartuffe et compagnie. On veut pouvoir entendre ce qui nous fait vibrer. On veut pouvoir parler de ce qui nous concerne, même si ça s'appelle sexe, drogue ou bien désespoir. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec vous, Pascal Didier, dans votre boutique Vététique, ici à Nancy, boutique de commerce équitable de vêtements. Alors, on se pose souvent la question, évidemment, au-delà de, j'allais dire, la beauté du geste, quelle est la fiabilité des labels que l'on trouve, et puis d'où proviennent très concrètement les produits que vous proposez ici dans votre boutique Vététique à Nancy, Pascal Didier? Alors, on a aujourd'hui, je disais, une vingtaine de marques maintenant, partenaires, qui sont soit des marques qui font fabriquer dans des pays du Sud, Népal, Inde, Chine ou Pérou, etc., ou bien des entreprises qui fabriquent en France, puisque le commerce équitable évolue du nord-sud vers aussi le nord-nord. C'est vrai qu'on pourrait imaginer du commerce équitable avec le boulanger de son quartier. On Après est, tout, il n'y a pas de raison. On est dans une logique similaire, oui. Bien sûr, faire vivre, c'est ça moi qui m'importe, faire en sorte que les gens puissent vivre de leur travail. C'est ça la philosophie de notre commerce. Pour autant, on pourrait imaginer que on serait véritablement dans une éthique et puis aussi privilégier des circuits courts si on produisait et si on vendait en France, non, Pascal Didier? Alors, on peut pas tout avoir. Il y a des matières premières, de toute façon, on ne fabrique pas en France et qu'on ne produit pas en France. Donc, celles-là, il faut bien les importer. D'autre part, le commerce nord-sud, enfin, commerce équitable nord-sud, il est né à l'initiative de la demande des pays du Sud, qui voulaient donc véritablement vivre de leur travail et ne plus être aidés. À l'époque, dans les années 60, dans les années 60, c'était trade, not aid. Qu'on disait. Faire du commerce, pas de l'aide. Voilà. L'aide, elle a des effets pervers. L'aide, c'est bien dans période d'urgence, mais l'aide permanente, c'est pas une solution, à mon sens.
Donc le commerce équitable, il répond à ça, il répond à cette idée de justice dans le commerce et de la rémunération décente des ouvriers, des ouvrières, et des paysans, etc., des petits paysans, etc. Oui. Alors, à côté de votre cabine d'essayage, j'ai vu une petite affichette, Pascal Didier, qui nous explique que dans un jean non équitable, le salaire des travailleurs qui produisent ce jean représente... Alors, c'est un jean qui est découpé en plusieurs parties avec très grande majorité de ce coût. En fait, c'est la marge des magasins. Et puis, le salaire, c'est tout en bas, la petite frange, c'est 1,5%. Oui, c'est ça qui paraît étonnant et scandaleux tout à la fois, puisque on imagine qu'on pourrait facilement doubler le salaire de l'ouvrier du Bangladesh sans que ça se répercute sur le prix de vente du produit. Réduction de la marge du distributeur, réduction de la marge de la marque, et l'affaire serait faite. Et de la publicité. Et de la publicité, et l'affaire serait faite, et pour le consommateur, il n'y aurait pas de surcoût. Mais pour le travailleur donc du pays en développement en question, là, ça serait véritablement le salaire vital. Ce à quoi nous, on revendique que ces populations-là puissent bénéficier du salaire vital. Pas forcément, évidemment, du salaire minimum, le salaire vital. On sait bien que l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, il y a quelques années, a scandalisé le monde entier et a amené dans l'espace public les conditions de fabrication et ensuite aussi de commercialisation de ces vêtements. Pascal Didier, est-ce que aujourd'hui, on vous observez une prise de conscience? Et moi, je suis toujours surpris de l'absence de questionnement du consommateur lui-même. Mais on revient à l'alimentaire aussi. Vous expliquiez l'importance de la négociation, voire de l'imposition du prix. On le retrouve aussi, y compris en France, avec les agriculteurs sur les prix maintenus artificiellement à la baisse par une pression énorme. Est-ce que tout ça est en train de... Alors, je vous vois opiner, non pas opiner, c'est plutôt l'inverse, ne pas être trop d'accord avec mon propos. Alors, la prise de conscience, elle se fait, mais elle est lente. Le consommateur particulier, lui, commence à réfléchir sur l'origine du produit, sur les matières dans lesquelles il est fait, sur le sens du prix. C'est vrai que là... L'impact sur l'environnement. Voilà, oui, l'impact sur l'environnement, c'est vrai. On a cette prise de conscience qui se fait doucement. En particulier, c'est intéressant chez les jeunes. Par contre, dans d'autres niveaux de décision, là, la prise de conscience n'existe toujours pas. Dans les entreprises, on n'a pas fait de progrès par rapport au drame que vous évoquiez. Dans les collectivités locales, c'est pas fameux non plus. Il y a encore une grosse différence entre le discours et la pratique. Mais il y a quand même, je pense, oui, chez le consommateur, un changement progressif de comportement. Et c'est de là, de toute façon, que naîtra le vrai changement. C'est par les initiatives des consommateurs et les initiatives individuelles de ceux qui vont associatifs, petites entreprises coopératives, etc., lancer des projets, continuer à lancer des projets. Nous sommes le vent. Oui. Pascal Didier, vous évoquiez tout à l'heure les fournisseurs qui sont souvent localisés à l'autre bout du monde. C'est un peu le principe aussi, vous le disiez, du commerce équitable. Comment faites-vous pour être certain que les produits que vous proposez ici au magasin La Boutique Vététique à Nancy correspondent bien à un cahier des charges et que les travailleurs là-bas sont précisément rémunérés au prix juste? Alors ça, c'est la question qu'on me pose. C'est vous qui allez enquêter? Non, moi je n'enquête pas. Moi, je ne voyage pas que par le livre. La politique qu'on a suivie chez Vététique, c'est de faire confiance donc aux entreprises qu'on choisissait. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré la plupart des PDG ou des responsables France des petites entreprises avec lesquelles on bosse. On s'est rencontrés. Ils m'ont expliqué leur projet. Je leur ai expliqué le nôtre. Et on s'est mis d'accord ou pas. Est-ce que l'entreprise en question acceptait que Vététique soit diffuseur de cette marque-là ou pas? Ils avaient confiance en nous ou pas? Est-ce que moi j'avais confiance en eux dans leur politique, dans leur politique sociale, environnementale? Ça, c'est la première chose, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance entre eux et nous, ça ne se fera pas. C'est même la base du business. Il faut qu'il y ait la confiance aussi entre le client et nous, Vététique. Les deux sont nécessaires. Donc ça, c'est la base du commerce, évidemment, équitable à fortiori. Après, c'est vrai que les labels sont utiles. Les labels sont utiles parce qu'ils sont comme une garantie qu'il y a eu des audits réguliers dans les entreprises et chez les sous-traitants. Pour autant, Pascal Didier, ça reste des labels privés. Alors, il y a plusieurs types de labels. Il y a des labels associatifs, les labels d'ONG, le plus connu, c'est Max Havelaar, évidemment. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des codes de conduite d'entreprise. Moi, je crois beaucoup aux codes de conduite d'entreprise, qui sont ce sont des entreprises qui signent cette charte-là, qui signent cette conduite-là et qui s'y engagent. J'ai des exemples d'entreprises avec lesquelles on bosse où
l'entreprise française ou belge laisse en permanence 2 ou 3 salariés français chez son sous-traitant pour être en permanence sur place et pas n'être là qu'une fois tous les 6 mois. En coucou, j'arrive. Voilà. Est-ce que vous n'auriez pas, vous, besoin, en tant que commerçant de vêtements éthiques, Pascal Didier, besoin précisément d'une réglementation, d'une labellisation plus identifiée pour le consommateur? Alors, les gouvernements précédents ont fait des efforts en matière de législation même en termes de définition du commerce équitable. Donc, on commence à y voir un peu plus clair, c'est vrai. Mais il y a encore une multitude de labels, et ça, c'est un peu gênant pour le consommateur. On a plusieurs labels, même nous, on a dans nos produits des labels qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes degrés d'exigence, et ça, c'est un peu gênant, effectivement. Mais il y a quand même eu, là, sur la législation, des progrès de fait, et même en termes de responsabilité sociale des entreprises, on a dans la région des députés Dominique Potier qui ont beaucoup œuvré dans ce sens-là. Alors, on est sensible à la démarche commerce équitable, on veut bien prendre en compte la rémunération juste des travailleurs à l'autre bout du monde, tout ça est part d'un bon sentiment, mais la question du prix, Pascal Didier, évidemment, on revient toujours à ça, bien sûr. Alors, après la confiance, c'est la deuxième question qu'on nous pose tout le temps, c'est le prix où vous êtes cher. Bon. Alors, je réponds toujours, ça dépend par rapport à quoi on compare. Si on compare le textile présent chez Vététique au textile présent en grande surface, ben évidemment, on dit vous êtes fou de pratiquer ces prix-là. C'est sûr on peut pas un t-shirt à 3 €, vous n'aurez pas ça chez Vététique. Chez Vététique, vous aurez un t-shirt bio-équitable qui va se laver, qui a des teintures correctes, il sera à 10 €, pas en dessous. Ça, c'est le vrai prix, le prix juste pour le client. En fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est pas Vététique qui est cher, ce sont les grandes surfaces qui vendent des t-shirts à 3 € qui sont anormalement pas chers. En exploitant et en faisant travailler dans des conditions déplorables, forcément qu'on arrive à tirer les prix vers le bas en mettant la pression à tout prix sur le moins-disant. Voilà, par exemple aussi. Donc là, on a des prix qui sont vraiment tirés vers le bas. Si on compare les produits du commerce équitable aux produits de marques françaises ou européennes, bien connues, des grandes marques, moi je connais bien le monde du sport, on s'aperçoit qu'on n'est pas plus cher. Alors, pourquoi est-ce que la question arrive souvent sur la question du prix, précisément? Est-ce que c'est dans l'inconscient collectif qu'on se dit c'est éthique, donc c'est plus cher? Le consommateur a pris tellement l'habitude de voir des prix bon marché avec des publicités qui disent tout le temps c'est moins cher, à peine le produit est-il sorti qu'il y a déjà 30%, qu'on est dans cette culture-là, malheureusement encore, de la consommation de masse, d'ultra-consommation. Et ça, petit à petit, on s'en défait doucement, ça vient, comme on disait, mais il y a encore du boulot. Vous avez des exemples dans d'autres pays? Vous évoquiez tout à l'heure la Belgique, on sait que l'Allemagne est beaucoup en avance sur ces questions-là. Est-ce que la situation est la même dans ces pays-là, Pascal Didier? Alors, on a un grand retard en France. Et mon exemple le plus significatif sur le retard, c'est les ballons de sport, où on est 25e sur 27 en Europe pour la vente de ballons de sport. Le ballon de sport équitable, ça veut dire quoi? C'est un ballon qui n'a pas été fabriqué par des enfants. On sait que chez les grandes marques, les sous-traitants des grandes marques font coudre les ballons par des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et nous, éducateurs, on faisait jouer nos gamins avec des ballons de ce type-là. C'est comme ça, moi, que je suis venu à l'équitable. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. Le chant du vent ou le fracas. Des rues, des villes abruties. C'est de l'air pur à satiété. Ou des poumons archi-troués. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose ou laisser durer? L'alternative, c'est pas malin. C'est dire oui à un désir, ou d'un seul coup se voir vieillir. C'est piétiner sa propre image, celle dont les autres vous encagent, ou faire continuer le mirage. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées, on sait plus comment s'orienter.
dessous de l'heure, dans des boulots déshonorants, ou se réveiller un beau matin et partir casser des moulins avec des forces insoupçonnées. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose ou laisser durer? L'alternative, c'est pas malin, c'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien, ou continuer bon an mal an, jusqu'à la fin en cahotant, à chercher un peu le panard. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose pour laisser durer? Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours dans la boutique Vététique ici à Nancy avec vous, Pascal Didier, qui en êtes le gérant. On a dit tout à l'heure que la boutique avait 8 ans. Comment est né ce projet de boutique, Pascal Didier? Alors, le questionnement est venu, comme on disait à l'instant, du sport. Hein, où moi j'étais enseignant auparavant, j'étais aussi pas mal dans le monde du sport, et donc on faisait, comme je disais, jouer nos gamins avec des ballons qui avaient été fabriqués par des enfants qui n'avaient pas pu aller à l'école. On se disait, nous éducateurs, est-ce que c'est bien logique? Mais pour autant, vous êtes posé la question, mais vos collègues éducateurs, est-ce que en faisant taper des gamins dans un ballon, est-ce qu'ils se posent la question? Ah non, aujourd'hui ne se pose pas la question encore. Ça, alors là, on a beaucoup de retard, et là, la prise de conscience n'est pas faite. Mais nous, on est parti de ce constat-là. On a essayé de chercher une filière de ballons qui soit équitable. On a trouvé une. On a commencé à diffuser ça en faisant du porte-à-porte, aller dans les collèges, les lycées, leur expliquer. Quand vous dites on, c'est vous et des amis? Alors, oui, on a démarré avec un petit groupe de copains syndicalistes et d'amis du sport qui m'ont dit c'est bien, Pascal, ton idée elle est bonne, on va soutenir, on va faire connaître ces produits-là, ces ballons-là. Et ces ballons provenaient d'où à ce moment-là? Alors, fabriqués comme la plupart des ballons cousus main dans le monde au Pakistan. Hein. Donc, mais ils étaient cousus, nous, par des adultes payés correctement. Hein. Voilà. Et donc, on a commencé à faire connaître ces ballons-là. Tout le monde me disait, oui, c'est bien, mais on les trouve où, tes ballons? On les trouve où, tes produits? Bon, et petit à petit, l'idée s'est faite de réfléchir à l'ouverture d'un éventuel magasin. On a d'abord, il y a 8 ans, transformé un garage en petit magasin qu'on ouvrait que le soir et le samedi. Tout Ça, petit. c'était une activité à ce moment-là bénévole? Totalement entièrement. bénévole. J'avais mon salaire de prof et on faisait ça avec les copains en soirée ou le week-end. Et puis, c'est devenu de plus en plus passionnant, c'est devenu de plus en plus prenant. Et quand j'ai vu que ça commençait à prendre auprès du public, j'ai pris la décision avec ma famille, parce que sans elle, j'aurais rien fait, avec ma famille, d'abandonner l'éducation nationale. Donc j'ai démissionné de l'éducation nationale. C'est un vrai choix, ça. Oui, c'était un vrai choix. On a réfléchi et j'ai pensé qu'à 50 ans, le moment il était venu de quitter l'éducation nationale pour monter ce projet-là, soutenu par les copains, soutenu par la famille. Et voilà, et on est dans le coup toujours maintenant, mais on a démarré comme ça. Voilà. Ça a démarré comme ça, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, Vététique, c'est une boutique de combien de mètres carrés, combien de références? Alors, on a, je disais 20 marques, on a peut-être 5000 références, vous imaginez, hein, donc sur la totalité des marques que l'on diffuse. Hein. On a toute petite surface de vente, on est 40 mètres carrés, donc c'est une petite surface. Pour l'instant, on est bien là. On est bien là dans l'univers des petits. La multinationale Vététique, c'est pas pour demain. C'est pour après-demain, peut-être. Alors, vous avez choisi aussi, Pascal Didier, pour la boutique Vététique, un statut particulier, le statut de coopérative. Expliquez-nous. Alors, on a essayé effectivement d'être le plus cohérent possible dans notre démarche. C'est très difficile à l'être. Et les premiers temps, on était associatif. Et le passage du statut associatif à entreprise, on s'est dit, il y a
un statut qui est idéal, c'est le statut de coopérative. Pour quelle raison ? On s'est monté sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, ce qu'on appelle des SIC. C'est l'équivalent des SCOP, mais c'est pour les services. Et dans cette SIC-là, la règle, c'est la démocratie. La règle, c'est une personne, une voix. C'est pas celui qui a amené... Social et solidaire. Voilà, on est dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas celui qui a amené le plus de capital, qui a le plus de voix, donc lors de l'Assemblée générale. Donc ça correspondait bien à notre philosophie, et on a essayé d'être cohérent le plus possible. Et on ne regrette pas d'avoir de cette montée dans ce statut-là. Je le dis encore, tous les mois, j'ai des clients qui viennent et qui me disent « Oh, c'est vachement bien ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Ben, je dis « Faites parler de la boutique, continuez à acheter, faites parler de la boutique, c'est super. Ou devenez coopérateur. » Ben, aujourd'hui, on est 60 coopérateurs dans la SIC Vététique. On était 20 il y a 8 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, même en donnant des petites sommes, et ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Alors comment devient-on coopérateur précisément de Vététique, Pascal Didier ? Alors on devient coopérateur comme dans n'importe quelle entreprise, on achète des parts sociales qui valent 25 €, et on en prend 2, 3, 4, 5, autant qu'on veut. Et puis on est adopté par les coopérateurs actuels, et on participe aux AG, on participe à la vie de la coopérative si on veut. On fait beaucoup de stands, on disait tout à l'heure, beaucoup de manifestations. Ben, ces bénévoles-là ces coopérateurs bénévoles viennent donner un coup de main, effectivement, de temps en temps. Oui. Alors, culturellement, on sait bien, on évoquait tout à l'heure Artisans du Monde, qui fonctionne aussi beaucoup sur le bénévolat. Le bénévolat ne peut pas être un modèle économique. Comment ça se passe au sein même de Vététique ? Parce qu'on sait bien que le bénévolat a parfois du mal avec le commerce. Alors, c'est une critique qu'on peut faire, une des limites du bénévolat, effectivement, surtout quand on travaille dans la durée. Les bénévoles, c'est formidable, c'est un appui, c'est des gens qui apportent des idées nouvelles, qui s'engagent, mais c'est vrai que dans la durée, c'est difficile. Donc nous, on milite pour que le commerce équitable soit un commerce équitable avec des salariés, avec des professionnels. Pour l'instant, nous, on ne donne pas trop l'exemple, puisqu'on n'est qu'un salarié, 3. Ce qui est déjà pas mal. Oui, parce que des boutiques de textiles de commerce équitable que des salariés, c'est très rare. Mais on progresse. Et demain ou après-demain, j'espère qu'on aura un deuxième salarié à temps complet dans la boutique. Ça sera vraiment le signe de notre réussite. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que précisément vous puissiez peut-être vous augmenter déjà et puis avoir davantage de salariés, Pascal Didier ? Alors, ce qui nous a toujours occupé, c'était que le magasin devienne pérenne. Rentable, il ne le sera jamais. La philosophie du commerce équitable, c'est pas la rentabilité. C'est pas l'objectif. Les coopérateurs vont pas demander de dividendes. Donc nous, on pratique une politique de produits sans revenu du dividende. Sans revenu du capital, je veux dire, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait un deuxième salarié ? Il faudrait qu'on augmente notre chiffre d'affaires, tout simplement, et qu'on arrive à dépasser les 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous ne compliquez pas un peu la vie, Pascal Didier, à être un pur puriste ? Alors, on n'est jamais un pur puriste parce qu'on ne peut pas l'être, c'est trop compliqué. On essaie d'être le plus cohérent possible. Et puis, c'est de l'alternative. Nous, dans nos choix de vie, on a à un moment donné choisi de faire autre chose. C'est ce qu'on pourrait faire au niveau global, macroéconomique, qu'on ne fait pas, mais c'est ce qu'on peut faire plus facilement au niveau individuel. Vos partenaires, évidemment, quand on est dans le commerce, on pense bien sûr aux banques. Comment ça réagit en face ? Alors, on a la chance, nous, d'être totalement indépendants. C'est-à-dire que nous n'avons jamais emprunté. Et ça, c'est la force du magasin coopératif, avec les apports des coopérateurs, justement. On est totalement indépendant. On n'a jamais emprunté quoi que ce soit auprès d'une banque X ou Y. Donc, de ce côté-là, on est propre. Et c'est une de nos fiertés. Vous évoquez le nombre de références. Malgré le stock important, pas de recours à l'emprunt bancaire. Alors, du point de vue de notre comptabilité, si on veut, c'est vrai que les stocks représentent un montant trop important. On a trop de stocks par rapport à notre chiffre d'affaires. Ça, c'est pas spécifique au commerce équitable. Non, mais c'est vrai pour nous, ça pèse. Les stocks, c'est sûr. Et on n'a pas beaucoup de trésorerie. Ça pèse aussi. Mais on est, comme je dis toujours, on est propre. C'est-à-dire qu'on ne doit rien, sauf aux coopérateurs. Pascal Didier, on vient d'entendre la porte. Oui, il y a même des clients qui viennent à la boutique. Tant mieux, c'est un magasin, c'est fait pour ça. On va vous laisser. Leslie prend son bain avec papa tous les matins. Et des pieds jusqu'à la tête, il lui passe la savonnette. Leslie se sent bien, elle tape dans l'eau avec les mains. Un jour elle chantera à tue-tête, mais c'est pas pour demain.
Passage de tendresse sur le dodo, sur les fesses. Le poisson thermomètre s'est mis sur son 37. À l'heure de la toilette, le maître à bord dans la cuvette. C'est super baigneur, celui qui n'a pas peur. Leslie sort du bain et dans les plis, dans les recoins, à coups de coton, à coups de serviette, on fait la chasse à la gouttelette. Leslie compte les points, là un bisou, là un câlin, un petit bonjour à la Fossette qui se cache dans un coin. Narine gauche et droite, rien ne les bouge, rien ne les squatte. Pareil pour les oreilles, tous les jours on surveille. Contrôle des biceps, des trijumeaux, des quadriceps. Bébé tendresse, douceur, c'est bébé joli cœur. Pour rien au monde, je donnerai ma place. On dit que les souvenirs s'effacent au fil des jours, du temps qui passe, mais je ne peux pas oublier que tu me donnes ta confiance. Petite chose sans défense, tu vois, j'étais gagnant d'avance le jour où l'on s'est rencontrés. D'abord la sous-couche, le tricot de peau et la couche. Elle se tortille comme un verre et je la colle de travers. Bonjour la culotte avec les jambes qui tricotent. Viennent ensuite la chemisette, la salopette et les chaussettes. Un dernier coup de brosse, pas trop fort pour pas faire de bosse. Elle a le crâne comme mes genoux, pas de poils sur le caillou. Messieurs, à vos manettes, à vos boutons, à vos tirettes, refaites tourner la planète. Leslie est prête. Pour rien au monde, je donnerai ma place. On dit que les souvenirs s'effacent au fil des jours, du temps qui passe, mais on ne peut plus oublier que l'on fait partie du mystère et que peut-être un jour sur terre, lorsque Leslie sera grand-mère, à sa petite fille, elle va chanter. Bébé prend son bain avec papa tous les matins, et des pieds jusqu'à la tête, il lui passe la savonnette. Ceux-là, Bébé se sent qui sont un peu plus, un jour il peu chantera moins oubliés, tu un peu plus têtes, de mais temps. c'est pas pour demain. Eh bien justement, on va en profiter, tiens, pour poser quelques questions au client qui est en ce moment au magasin Bététique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes client régulier du magasin Bététique? J'ai connu depuis à peu près 6 mois et ça fait la 2e fois que je passe. Et qu'est-ce qui vous amène ici dans ce magasin? Progressivement, j'ai cherché à faire des achats un peu plus responsables et totalement par hasard, j'ai trouvé le magasin sur Internet. C'était même en cherchant des produits sportifs, donc je ne m'attendais pas à tomber là-dessus. Et un jour, je suis passé devant, je me suis dit, c'est l'occasion. Et donc, aujourd'hui, un achat? Oui, aujourd'hui, j'ai cherché un pull et du coup, il n'était pas en magasin, mais j'ai pu le commander, donc tant mieux. Est-ce que vous avez payé votre produit, votre achat avec le florin? Alors, il est réservé, donc je ne l'ai pas encore payé. Mais on va préciser quand même que le florin, en fait, c'est la monnaie locale qui vient de se lancer ici à Nancy. Oui, j'ai appris aussi ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, je savais aussi que c'était un bureau de change ici pour récupérer la monnaie locale. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Et du coup, je pourrais payer avec le florin quand le pull arrivera. Très bien. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans une communauté de communes. Votre prénom? Sylvain. Merci Sylvain. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pascal Didier, c'est important le florin aujourd'hui dans une boutique comme la vôtre, Bététique à Nancy? Ah oui, c'est important parce que c'est une nouvelle dynamique pour nous. Ça nous permet de travailler de plus en plus avec des acteurs locaux. Ça, c'est vraiment une dynamique nouvelle. Et on est même maintenant comptoir de change, donc c'est pour dire qu'on y croit vraiment au florin. Beaucoup de commerçants, la démarche est relativement nouvelle aujourd'hui à Nancy, beaucoup de
de clients adhèrent, alors de clients oui, mais de commerçants adhèrent à la démarche? Alors pour l'instant, on n'est qu'une cinquantaine de magasins ou de partenaires à accepter le florin. Le nombre de partenaires augmente toutes les semaines puisqu'on est dans une phase de lancement. L'association Le Florin et ses bénévoles démarchent beaucoup de commerçants et d'entreprises. Donc ça prend petit à petit son envol. Et on est quand même aujourd'hui aussi pas loin de 400 adhérents particuliers à l'association Le Florin. Alors on a vu les billets, ils sont en plus très beaux. Oui. Pascal Didier, la création de la boutique Vététique ici à Nancy, boutique de commerce équitable, vous l'avez déjà un peu expliqué, ça sort pas du chapeau. J'aimerais que vous nous remettiez en l'ordre chronologiquement comment ça s'est passé. Oui, on a 18 ans que la coopérative a été créée. Auparavant, pendant 2 ans, on avait monté une association qui s'appelait Un autre sport et qui avait pour objectif de faire connaître les produits sportifs issus du commerce équitable. C'est à cette époque-là qu'on avait notre fameux petit local garage qu'on ouvrait que le soir et le samedi et qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier. Et au bout de 2 ans de fonctionnement associatif, on a décidé de se lancer, de transformer l'association en coopérative. Parce que préalablement, vous étiez dans l'éducation nationale. Oui, j'étais prof de sciences économiques et sociales pendant 30 ans. Et j'ai démissionné au bout de 30 ans de l'éducation nationale. Ça, c'est fort. Non, c'était... Je voulais pas vieillir dans ce métier-là. Je ne regrette pas d'avoir été enseignant. J'ai pris mon pied aussi comme prof. C'était un métier formidable, mais j'avais peur de vieillir dans ce métier-là, pour dire les choses honnêtement. Et l'opportunité de m'investir dans le commerce équitable, ça a été le moment idéal pour dire je quitte l'éducation nationale. Voilà. Culturellement, alors la question est un peu brutale, n'y voyez pas de piège ou d'attitude malveillante de ma part, mais passer du statut de fonctionnaire au statut de commerçant, c'est pas habituel. Non, c'est pas habituel. C'est sûr que c'est pas la même. On prend pas les mêmes risques, évidemment. Mais c'est la même philosophie. C'est-à-dire j'étais prof engagé quand même, syndicalement entre autres. Et les engagements que je défendais comme prof, je les défends aujourd'hui en tant que gérant de Vététique. Je ne serai jamais un commerçant véritablement, je suis un militant de la cause du commerce équitable, je suis un militant du salaire, payer les gens correctement, défendre les droits sociaux, défendre la liberté syndicale, enfin tout ça, j'ai toujours milité pour ces choses-là. Je le fais maintenant d'une autre façon, mais c'est les mêmes convictions. De ce côté-là, je suis resté à peu près fidèle à ces convictions. Mercure était le droit des brigands et des voleurs et des commerçants. Alors certes, mais moi Mercure c'est pas ma tasse de thé. C'est pas votre référence. C'est pas ma référence. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pratiquer le commerce autrement, Pascal Didier? Nous on y croit, mais si on veut vraiment réfléchir, le commerce devrait toujours être équitable. À la limite, le commerce équitable ne devrait pas exister. C'est parce que le commerce conventionnel ne l'est pas équitable qu'on est obligé de se lancer dans ce commerce dit équitable. Finalement, tout le monde y gagne. Normalement, le travailleur, le cultivateur, le travailleur, le consommateur. Et si ça peut contribuer à créer un petit peu d'emploi ici, c'est gagnant pour tout le monde, effectivement. Ouais. Alors, c'est une affaire de famille. Le choix s'est opéré comment au moment de la bascule? Alors, c'est une affaire de famille et d'amitié, oui. Une affaire de famille d'abord parce que j'aurais pas pris le risque de monter ce magasin-là à 30 ans avec des enfants en bas âge qui n'avaient pas fini leur étude et une maison qui n'était pas payée. Bon, donc les contingences, la matérielle d'un gars qui a 50 ans sont pas les mêmes d'un mec de 30 ans. Donc j'ai pu me lancer dans cette aventure-là parce que mes filles, par exemple, avaient trouvé du boulot, ou étaient en fin d'études, et puis parce qu'elles m'ont soutenu. J'ai la chance d'avoir une femme qui m'a soutenu et des enfants, des filles qui m'ont soutenu aussi. Après avoir eu quelques difficultés à leur expliquer que j'allais quitter l'éducation nationale avec un salaire correct et régulier pour tenter une aventure fort incertaine, auquel, au départ, elle-même ne croyait pas. Et puis, dès l'instant où on a fait le choix là, ma femme et mes filles ont été vraiment formidables et m'ont soutenu plus qu'à 100%. Et encore aujourd'hui, je compte beaucoup sur elles dans de nombreux cas. Donc, une affaire de famille, certes, et puis une affaire d'amitié. Parce que les copains du sport que j'ai connus dans le basket, les copains du syndicalisme que j'ai connus à Sud, les copains profs et des nouveaux copains clients maintenant, c'est vraiment plus que des copains et c'est des gens qui nous font vivre le commerce équitable vraiment de façon joyeuse aussi. Ce serait à refaire, Pascal Didier?
Alors, on referait, peut-être pas tout à fait pareil, peut-être pas avec... Bien précisément, qu'est-ce que vous changeriez? Je prendrais peut-être un local plus grand, par exemple. Hein. Je chercherais peut-être à embaucher quelqu'un, un jeune ou une jeune, qui soit plus centré sur la mode. Et bon, bien sûr, je rêve toujours qu'au magasin, un vieux militant comme moi, une jeune, qui soit donc bien militante aussi, mais qui soit branchée mode, ça fera un beau couple, si je puis dire, pour permettre à Vététique de se développer. Rue Saint-Michel, c'est tout près des facs, hein, donc on a un public jeune de plus en plus, et ça serait bien. Donc l'avenir de Vététique, c'est ça, c'est créer un emploi pour quelqu'un de jeune, de dynamique, et qui serait peut-être, pourquoi pas, celui ou celle qui reprendra Vététique dans quelques années. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pascal Didier, gérant de la boutique Vététique, boutique de commerce équitable de vêtements ici à Nancy, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors, j'ai choisi un coup de cœur parce qu'un coup de gueule, ça n'aurait pas suffi. Ça n'aurait fallu beaucoup, tellement... Oui, parce que j'imagine que dans votre métier, dans votre activité, dans votre secteur, des coups de gueule, il y en a probablement beaucoup. Oui, on voit beaucoup de choses qui sont malheureusement très désagréables, qui sont dangereuses pour les ouvriers, les travailleurs, pour les consommateurs. Enfin, et donc, je préfère aujourd'hui parler d'un coup de cœur avec, là, je vais citer une marque, donc la marque 1083, qui est une marque française de jeans, des jeunes qui se sont installés à Romans et qui ont relancé... Des autocollants d'ailleurs sur votre comptoir ici à la boutique Vététique. Alors, il y a les autocollants, oui, mais il y a surtout les jeans, bien sûr, qui sont en coton bio, qui sont fabriqués à Romans, je disais, et qui sont donc tissés en partie à Rue-sur-Moselle, donc dans les Vosges. Donc ça, c'est très, très intéressant, une très, très belle philosophie, et donc un projet qui a quelques années maintenant d'existence et qui grandit et qui rajeunit aussi la boutique. Et pourquoi 1083 ou 1083? Alors c'est 1083 parce que c'est la distance entre Plougastel et Menton, donc 1000 km. Aucun des ingrédients du jean ne fait plus de 1000 km. Quoi. 97% des produits viennent du territoire national. Quoi. Voilà, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer, Pascal Didier, que d'autres entreprises suivent ce modèle-là aujourd'hui en France? Ah oui, on le voit. Là, on est sur des niches un petit peu, on est très, très positif là-dessus. On voit donc se créer de nouvelles petites unités de production. Moi, maintenant, à la boutique, par exemple, on a 5 fournisseurs français. Je n'en avais qu'un au départ. Hein, et c'est des jeunes créateurs qui ont pris le risque de se lancer, et qui travaillent sur des petites séries, des petites quantités, des choses en lin, biologique, en chanvre, dans des matières ou dans des matières recyclées. Et on a même, par exemple, sur Romans aussi, en synergie avec 1083, une entreprise qui s'appelle 24 secondes, qui a relancé la fabrication de baskets de sport en France. Ah ben ça devait faire plaisir, ça. Ah, là, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Mais... Est-ce qu'on peut imaginer, Pascal Didier, que finalement le vêtement, vous disiez, en retard par rapport à d'autres pays, notamment l'Allemagne, la Belgique. Et puis on s'aperçoit que, je faisais tout à l'heure le comparatif avec l'alimentation bio, est-ce que d'une part on peut faire ce comparatif, et est-ce qu'on peut imaginer que le vêtement bio éthique made in France continue sa percée un peu en se collant sur l'évolution de l'alimentation bio? Alors, on le pense, oui, véritablement, que l'industrie du vêtement made in France va se redévelopper, effectivement. Hein. Le made in France a quand même la cote en ce moment, donc ça, c'est indéniable. Et les projets qui émanent de jeunes créateurs sont très, très intéressants. Donc, on sera amené à, nous, avoir en cohabitation, on va dire, au magasin, du textile nord-sud, hein, qui est le textile de base du commerce équitable, qui était du commerce nord-sud, avec des produits fabriqués localement. La nouvelle définition, la nouvelle conception du commerce équitable, de toute façon, va dans ce sens-là. Alors, on peut être surpris par l'état de la législation aujourd'hui en France. Si je fais travailler des enfants dans mon garage à fabriquer des jeans ou des t-shirts, je tombe évidemment sous le coup de la loi. Mais si j'importe ces mêmes t-shirts fabriqués par les mêmes enfants et que je les vends en France, j'ai le droit. Est-ce que on n'est pas là dans un modèle totalement hypocrite? On évoquait tout à l'heure l'initiative du député Dominique Potier sur la responsabilité sociale des entreprises mères.
quant à leurs sous-traitants? Est-ce qu'il n'y a pas là, Pascal Didier, un travail de législation et peut-être même de fiscalité? Il y a sûrement un travail d'harmonisation fiscale, d'harmonisation sociale. C'est sûr que mais les grandes sociétés multinationales à qui on pose la question nous disent mais nous respectons les règles du Bureau international du travail, nous respectons les règles, nous n'exploitons pas évidemment. Alors bien sûr ces entreprises-là n'ont pas d'ouvriers. Oui, sous-traitent. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Donc, c'est le sous-traitant, et c'est parfois le sous-traitant du sous-traitant qui emploie les ouvriers ou les ouvrières. Hein. D'où l'initiative du député Potier. Est-ce que vous avez le sentiment, Pascal Didier, d'être plus efficace aujourd'hui dans votre posture, on l'a bien compris, syndicale et militante, lorsque vous étiez enseignant, ou aujourd'hui en tant que gérant de la boutique Vététique? Je pense être beaucoup plus efficace maintenant. Parce que dans l'univers éducatif, les programmes évoluant d'une certaine façon, même en économie, les nouvelles modalités de gestion des établissements, tout ça faisait que on entrait dans une logique de... c'est peut-être un gros mot ce là de privatisation de l'éducation, quoi, qui ne me plaisait guère. Merci Pascal Didier pour votre accueil. Merci à vous et à bientôt. Pour en savoir plus sur Vététique, rendez-vous sur www.vététique.fr ou tout simplement, bien sûr, dans la boutique au numéro 33 rue Saint-Michel à Nancy. La programmation musicale de cette émission est signée Pascal Didier et vous avez pu écouter dans l'ordre Télé libre de l'italo-français Nino Ferrer, paru sur l'album Ex Libris sorti en 1982, L'Alternative par l'une des voix militantes des années 70, ex-ouvrier de chez Renault, François Béranger, paru sur l'album éponyme, sorti en 1975. Et enfin, un clin d'œil de Pascal Didier à ses filles avec Leslie, par Georges Chelon, paru sur l'album Chercheur d'eau, sorti en 1990. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.